On démarre, mesdames, messieurs, chers conseillers, membres du public, bonsoir. Le quorum est atteint. Je déclare donc la séance ouverte. Alors, en ce qui concerne les pouvoirs, s'il y en a, merci de me les faire passer. Laurence Battentier donne le pouvoir à Sylvie. Arnaud Maillet, pardon. Maillot. Où est-elle? Ça va, oui. Sylvie, pardon, Maillot. Valérie Bérardel donne pouvoir à Jean-Philippe Maguet. Tout va bien. Jean-Michel Caron me donne pouvoir. Philippe Bigot donne pouvoir à Marie et Daniel Pillard. Et enfin, Christophe Gordin donne pouvoir à Christophe Vambel. J'en ai oublié ou pas? Non, c'est tout bon. Et Blandine Brocard me rejoint à l'instant. C'est parfait. Alors, habituellement, je poursuis en vous disant, et c'est marqué là, je vous propose de désigner M. Cédric Drevet, le plus jeune de nos conseillers en qualité de secrétaire de séance. Mais oui, il est là. Je ne t'avais pas vu arriver. Excuse-moi, Cédric. Tu es toujours le plus jeune de nos conseillers. Alors, le secrétariat de séance est toujours pour toi. On va donc procéder maintenant à l'approbation du procès verbal de la séance du 9 juillet dernier. En ce qui concerne ce procès verbal, est-ce qu'il y a des remarques les uns ou les autres? Vous en avez tous été destinataires. Chacun regarde la table. Donc, a priori, ça veut dire qu'il n'y a pas de remarques. C'est parfait. Dans ce cas-là, on passe directement au vote à main levée. Qui est pour? Contre? Abstention? Abstention? Une. Pardon? J'étais pas là. Vous n'étiez pas là, donc voilà qui est fait. Ok. On fait circuler le PV, s'il vous plaît, pour signature. Ça y est, ça a déjà commencé? C'est bon. C'était pas là non plus. Tiens. Parfait. J'ai le plaisir de vous présenter, pour démarrer, David. Je vais encore me tromper, David. David Ravella. C'est bon cette fois-ci. David Ravella, avec deux L, qui nous a rejoint depuis le 2-3 septembre. Comme c'est cela. Alors, si vous vous souvenez bien, nous avons à ma droite Laure Cicotelli, qui était anciennement sur les questions de l'accueil, des audits de qualité, etc. Laure, qui est devenue directrice générale des services après le départ de Cécile Guillouette juste avant l'été, qui est partie dans sa Bretagne natale pour élever sa petite avec son mari et se rapprocher de ses parents. Et bien David a pris quelque part la relève de Laure sur les dossiers qu'elle gérait. Donc on est absolument ravis d'accueillir David. David a un profil, qu'est-ce qu'on va dire, juridique, mais en même temps enseignement. Je crois les deux, donc c'est un profil un peu spécial qui nous a bien plu. Sa personnalité avec, et pour l'instant, je n'ai pas le sentiment qu'on soit véritablement trompé. David va être sur les dossiers que gérait Laure. Au-delà, de façon assez large, David va assumer ce qu'on appelle les fonctions support d'une organisation. Donc, c'est quoi les fonctions support? Dans une organisation telle qu'une collectivité, ce sont par exemple les finances, la gestion des finances. C'est le cas également pour la gestion des ressources humaines. C'est aussi le cas de la communication ou des systèmes d'information, systèmes informatiques. Là où Laure va plus se concentrer son action, au-delà d'être la directrice de l'ensemble des services, sur tout ce qui concerne la mise en œuvre des politiques publiques. Donc on est sur l'urbanisme, on est sur la propreté, on est sur l'enfance, jeunesse, on est sur tout ce qui fait qu'une collectivité agit au service de ses habitants. Voilà comment les deux vont un petit peu se séparer le travail, mais je crois qu'ils travaillent de toute façon assez étroite ensemble. Bienvenue donc au nom du conseil municipal à David Ravella. Vous avez quelque chose à rajouter? La présentation était correcte? Vous êtes papa d'un petit garçon de 9 mois, donc tout petit. Voilà, et il nous vient de Lyon, donc il vient en train ou en moto parfois, de matin. Voilà, donc quand vous voyez une moto qui ressemble à la mienne mais qui n'est pas du tout la mienne, c'est la sienne. Merci David. Donc il est là ce soir pour assister à son premier conseil municipal tout simplement. On démarre par notre ordre du jour. Donc le premier point, il s'agit de subventions. Donc on en a 3 à l'ordre du jour de ce conseil. La première concernera le RASED, la seconde la coopérative de l'école élémentaire et la troisième la coopérative de l'école maternelle. On va donc démarrer par celle pour le RASED et c'est Valérie Nectou qui est le bal. Pour ce conseil, on vous propose de verser une
une subvention de 357,70 € pour le RASED. Alors ce montant est divisé en deux parties. Une partie pour un achat d'ordinateur et d'imprimante pour un montant de 77,72 € et une partie pour le test pour la maternelle de 279,98 €. Cette somme en fait est divisée en... Enfin, on a une somme de... La somme totale, en fait, de tout ça. Oui, pardon. La somme totale est divisée en 6 communes, donc les 6 communes du RASED, c'est-à-dire Limonest, Lisieux, Quincieux, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'or et Saint-Germain-au-Mont-d'or. Voilà pourquoi le montant paraît relativement faible au regard de la nature de ce qu'on va acquérir. Ordinateur, imprimante et logiciel de test. Un test pour l'école maternelle pour faire passer des tests aux enfants quand ils ont... Lorsqu'ils ont des difficultés, il y a des logiciels spécifiques. Et on a voté il y a un peu plus d'un an, je crois. Ouais, fin 2016. Fin 2016. Pour l'école élémentaire et cette fois-ci c'est pour la maternelle. Voilà. Est-ce que vous êtes à peu près au clair? Vous avez besoin... Oui, Olivier. Oui, alors moi, comme l'année dernière, en tout cas il y a 1 an et demi, je vais de la même manière émettre le même vœu, c'est que l'on s'organise avec les 5 autres communes pour essayer de voter une subvention annuelle avec un montant un petit peu rond et qu'il n'ait pas besoin d'attendre d'avoir les 7 délibérations, les 6 délibérations des 6 communes pour pouvoir, et ensuite le virement des trucs pour pouvoir acheter un ordinateur, pour pouvoir acheter un Wechsler, pour pouvoir acheter 3 stylos. C'est quand même quelque chose d'un petit peu... il y a 1 an et demi, ça avait traîné l'histoire du Wechsler, ça avait traîné 1 an quasiment. Pour arriver à obtenir, et je trouverais ça décent que le RASED ait une petite enveloppe, et puis si ça déborde un peu d'une année sur l'autre, ils peuvent en demander moins, mais ça serait sympa que les communes puissent s'organiser pour qu'il y ait quelque chose. Là, c'est quand même des achats, c'est des achats spécifiques, après ils ne demandent pas chaque année une subvention. Et oui, c'est ça le problème, c'est qu'en fait les achats sont assez aléatoires. L'année dernière, il n'y avait rien. Et avant, il y avait une première partie de logiciel test dont les communes s'étaient entendues avec la responsable du RASED pour dire qu'il y aurait une deuxième plus tard, une deuxième vague mais plus tard. Et puis là, ordinateur imprimante, ça vient de tomber, mais elle ne va pas nous en demander tous les ans non plus. Je pense que c'est un peu compliqué parce que c'est quand même très très restreint. Hein. Mais auparavant, il y avait un syndicat de communes qui était créé pour gérer ce RASED et donc qui votait une subvention annuelle. Alors il faut qu'on passe dans 6 conseils municipaux. S'il y a besoin de 3 stylos, si l'année prochaine ils ont besoin de 3 stylos, on va voter une subvention de 17 centimes pour 6 communes. Ils n'ont pas un minimum de budget qui est donné par... C'est exclusivement les communes. Écoute, je trouve que ce serait quand même mieux que ce soit la responsable du RASED qui vienne dire ça, c'est-à-dire qu'il fasse une expression de besoin. Le fait est qu'elle nous en fait jamais. Donc, je ne sais pas où elle va chercher ces stylos, mais apparemment elle se les procure par ailleurs qu'en nous demandant une subvention. Mais bon, Valérie, tu pourras toujours voir avec ta collègue et puis la responsable du RASED si elle nécessité. Moi, je crois qu'il n'y a personne qui va s'opposer au fait de voter un budget pour le RASED sous condition qu'elle en exprime quand même le besoin, quoi. C'est le minimum. Et jusqu'ici, ça n'a pas vraiment été le cas. Ok, d'autres remarques à ce propos? Oui, Vous n'avez pas voté mallette pédagogique en 2017? Ah, c'est ça les tests, pardon. C'est ça le test, c'est la deuxième partie. C'était en 2016 alors? Oui, c'était en fin d'année 2016. Ça devait être fin 2016. Ouais, fin 2016. Là, on l'avait voté vraiment tard. Là, c'est pour la mallette, mais pour la maternelle. D'autres questions? Pas spécialement. Donc en ce qui concerne le vote de cette subvention à l'attention du RASED pour un montant total de 357,70 €, qui est pour l'unanimité, je crois. Merci beaucoup. Seconde subvention, Valérie, c'est encore toi qui t'y colles, tout comme tu te colleras pour la troisième, en ce qui concerne la coopérative de l'école élémentaire. On t'écoute. Pour l'école élémentaire, donc on a une subvention classique annuelle donc de 310 €. Par contre, le directeur de l'école élémentaire nous a demandé des subventions supplémentaires pour des projets qu'ils ont au niveau de l'école élémentaire, donc pour un montant de 1 100 €. Donc dans ces 1 100 €, il nous demande 400 € pour les projets des incorruptibles, donc c'est un projet littéraire. Il nous demande également une subvention de 200 € pour le tri des déchets à l'école et une subvention de 500 € pour la découverte de gens qui font une sortie effectivement à Lyon cette année. Voilà, donc le total pour l'école élémentaire est
à 1410 € effectivement pour cette subvention. Des questions à propos de cette subvention pour l'école élémentaire, pour la coopérative? Non. Non, pas spécialement. Alors on passe. Moi, j'aimerais savoir un peu plus sur les incorruptibles. C'est un projet littéraire, donc c'est pour acheter des livres. Ah oui. Et après, ils étudient, c'est ce qu'ils étudient cette année en fait. D'accord. D'autres questions? Pas spécialement. Alors on passe au vote de cette subvention pour la coopérative de l'école élémentaire, un montant total de 1410 € qui est pour. Contre. Non, s'abstient. C'est bon, c'est unanimité, hein, c'est ça? S'abstient, pardon. Une abstention, donc Marie-Christine Dubost. Dernière subvention soumise à notre vote, il s'agit de la coopérative de l'école maternelle, et c'est encore toi, pour ton plus grand bonheur, Valérie, qui t'exprime. Tout à fait. Donc, pour l'école maternelle, donc on propose une subvention de 310 €, donc on a mis chaque année pour qu'ils puissent acheter du petit matériel à leur vie. En fait. Donc voilà, cette année c'est 310 €, comme d'habitude. Comme l'année dernière, comme l'année d'avant, comme l'année tous les ans. suivante, etc. En fait, c'est tous les ans la même demande qui est exprimée. Est-ce que. Oui. Oui, il n'y a pas de projet spécifique remonté par l'école maternelle. Bon, c'est pour les petits achats, quoi. D'accord. Alors, on a débloqué effectivement des fonds, mais pour la décoration de la cour, voilà, on a fait des déblocages, mais c'est pas une subvention. En fait, on a acheté le matériel pour qu'il fasse effectivement un peu des travaux sur ça. D'accord. Il n'y a pas de demande spécifique pour cette année. Deuxième petite chose que je voudrais manifester, c'est que pas d'augmentation, ça veut dire une diminution en fait. Non, pas d'augmentation, ça ne veut pas dire une diminution dans la mesure où les uns et les autres ne nous ont en fait rien demandé. C'est une subvention qui est répétée d'année après année, qui était déjà sur le précédent mandat. On ne peut même pas nécessairement garantir que cette subvention est utile à la hauteur où elle est. En fait, s'ils ont besoin de plus à un moment donné, parce qu'ils considèrent qu'au niveau de la coopérative, ils n'ont plus assez d'argent et qu'ils doivent donc financer les projets, ils font exactement comme le directeur de l'école élémentaire. C'est-à-dire qu'ils nous demandent un supplément pour ceci ou pour cela, qu'on soumet à votre vote. D'autres questions, d'autres remarques? Pas spécialement. Alors on passe au vote de cette subvention pour la coopérative de l'école maternelle pour un montant de 310 € qui est pour. Contre, abstention, non, c'est bon pour tout le monde cette fois-ci? Non? Abstention? Non, Pour cette fois-ci. Allez, c'est pour. Tout va bien donc. Point suivant à notre ordre du jour, il s'agit de la convention de coopération avec la commune de Quincieux. On vous en avait un petit peu parlé avant l'été. La commune de Quincieux s'est tournée vers nous afin que nous puissions accueillir les enfants de Quincieux lors des vacances scolaires, donc les enfants entre 6 et 11 ans, à Actijeune, puisqu'ils n'ont plus depuis cet été ni de prestataires qui s'en occupent, ni n'ont l'intention eux-mêmes de s'en occuper. Ils sont donc tournés vers nous, parce qu'ils ont ouï dire que nous avions, nous, un accueil de loisirs et que ça marchait plutôt pas trop mal. Et donc ils souhaitaient savoir si on acceptait de prendre les enfants de Quincieux de façon évidemment un petit peu plus importante que ce qu'on prenait avant, puisque avant on prenait les extérieurs, mais finalement on en avait très peu. Et puis là, les enfants de Quincieux sont en nombre un peu plus important, je crois, Olivier, puisque je crois que c'est toi qui as suivi un peu ce dossier. Pour l'instant, ils sont. On va peut-être te présenter les choses avant la question. Oui. Enfin, pour l'instant, ils ne sont pas encore Ils sont pas inscrits. nombreux puisqu'ils ne sont pas encore venus puisqu'ils seront prochains de vacances. Mais dans les faits, on nous a dit qu'ils étaient entre 15 et 20 lorsqu'ils fréquentaient les installations du côté de Quincieux, ce qui pour eux était un chiffre. Pour les petites trop vacances. important. Pour les grandes vacances, c'est un chiffre un peu plus important quand même. Ça monte à combien? Plutôt entre 35 et 40. 35 et 40, d'accord, on n'avait pas le chiffre exact. Voilà, et donc la subvention vise. Pas la subvention, la convention vise, Olivier. Donc je pense que tu as à peu près tout dit. Je veux dire que donc le principe de la convention, c'est que Quincieux puisse participer donc à l'accueil au tarif des casserots qui seront accueillis à Saint-Germain. Donc vous avez à la fin de la convention le détail de la participation financière de Quincieux, donc qui participera selon les quotients des familles à un tarif, aussi bien sur le tarif de mi-journée que sur le tarif de cantine. Et donc le principe, c'est qu'en fait nous facturerons
aux familles le tarif que vous pouvez voir dans les lignes tarifs facturés au 15 et la différence, donc la participation de Quincieux, nous la facturerons à la commune de Quincieux après chaque période de vacances scolaires. Je veux dire, sachant que dans le principe, en fait, les 15 euros à la commune de Saint-Germain touchera donc le tarif extérieur qui a déjà été voté et le tarif maximum pour les repas. Donc qui seront d'une part facturés aux 15 euros et d'autre part à la commune pour sa participation. Voilà. Ok, merci Olivier. Est-ce que vous avez à peu près tout saisi de cette convention, Marie-Christine, vous avez une question? Oh. Simplement savoir si c'est moi qui m'a compris ou pas. Vas-y. Tu disais 6 à 11 ans, c'est pas 3 à 17? 6 à 11 ans, c'est pas 3 à 17. Tu as raison, ça démarre à 3, effectivement. Mais 3 à 17, par on ne fait contre, pas les ados. Pas les c'est une bonne question, j'en sais rien en fait. On ne sait pas, on verra qui y aura, mais tu as raison, on pourrait aller aussi jusqu'à l'accueil des adolescents, puisque lors de l'accueil de loisirs, on a déjà aujourd'hui des adolescents au Saint-Germinois, donc il y aura peut-être également des adolescents à 15 euros aussi. Rien d'impossible. Ce sera en majorité des 3 à 11 ans. Alors on va à chaque fois, chaque année, année après année, on relance la chose. Les adolescents, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir une politique vis-à-vis. Vous avez une personne spéciale? Oui, on a une personne qui a changé cette année, qui vient d'arriver, qui a l'air très bien. Vous allez le savoir dans pas très longtemps d'ailleurs, parce que tous ceux qui ont des enfants, elle a l'intention d'aller aux arrêts de bus le matin pour distribuer un flyer concernant une soirée qu'elle organise un vendredi, je crois, vendredi 10 ou 12 octobre, je ne sais plus la date précise, sur laquelle elle a envie de relancer les activités à l'attention des adolescents et réfléchir avec eux aux projets qu'ils pourraient mener ensemble. Ça marche plutôt pas mal pendant les vacances, ça oui. Par contre, pendant l'année scolaire, c'est-à-dire éventuellement le vendredi soir ou le samedi matin, il y a déjà eu des tentatives qui ont été faites, mais compliqué, voire même le mercredi après-midi, mais compliqué de ramener beaucoup de monde. Bah non, ils ont des activités associatives, les ados, hein, donc machin est au foot, un tel est au sport, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais tant mieux, c'est qu'ils sont occupés pareil. On a une commune d'une taille qui est quand même pas très très grande pour avoir un nombre d'adolescents suffisant pour apparemment. Alors on va voir. On aura peut-être des 15 euros effectivement en plus. Sur cette convention, des questions? Pas spécialement. Ils vont juste payer le tarif extérieur, mais simplement, voilà, comme la ville de Quincieux souhaite qu'ils payent moins, la ville de Quincieux nous paiera la différence. Ok. Parfait. Alors on va passer au vote de cette convention de coopération avec la commune de Quincieux. Qui est pour? C'est l'unanimité. Oui, c'est bien ça, Christophe, oui. Merci. Alors, on passe maintenant Olivier, avec une délibération qui concerne les tarifs ACM que nous avions déjà votés, mais sur lesquels on a une petite modification à faire, compte tenu de ce qu'on a vu sur la convention. Et Castro, on t'écoute. En réalité, 2 petites modifications. Alors, il y a une petite modification textuelle qui est sur le fait que il y a écrit maintenant garderie et accueil périscolaire du mercredi, puisque le mercredi est redevenu du périscolaire récemment. Et d'autre part, je veux dire que nous avons créé pour la cantine un tarif extérieur, puisqu'il n'y en avait pas. Alors comme d'une part il va y avoir l'accueil des quincieros pendant les vacances scolaires, avec les tarifs vacances scolaires, les tarifs de cantine sont toujours identiques. Et d'autre part, on accueille également le mercredi des familles, quelques enfants de curistes qui n'ont pas d'accueil de loisirs, d'accueil périscolaire le mercredi, donc qui viennent également à Saint-Germain. Donc on a choisi de rajouter ce tarif extérieur de manière à pouvoir éventuellement, comme avec Quincieux, percevoir la différence et que la différence de la part de la commune. Voilà, sachant que ce tarif extérieur n'est appliqué uniquement qu'aux enfants qui ne sont pas scolarisés à Saint-Germain.
C'est-à-dire qu'on a quelques enfants qui sont scolarisés à Saint-Germain Et qui habitent venant dans d'autres d'autres communes, qui communes. habitent dans d'autres communes, mais comme ce sont des dérogations qui ont été qui sont acceptées, c'est-à-dire qu'on considère qu'il est normal qu'ils payent le même tarif que les autres enfants. Voilà. Donc on crée un tarif extérieur qui est équivalent au tarif maximum que paient les Saint-Germinois. C'est-à-dire 4,42. 4,42. Voilà, 4,42 par repas. Est-ce que vous avez des questions? Une Jean-Philippe. petite remarque, je voudrais en profiter pour saluer le fait que le CCAS fasse un effort supplémentaire pour subventionner les repas des familles les moins aisées. J'ai fait des petits calculs, alors je ne sais pas ce qu'ils valent vraiment parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête, c'était 3600, c'est ça l'enveloppe du CCAS pour 60 à 80 familles. Vous avez bien calculé. Alors, je ne sais pas sur quoi vous êtes basé, en tout cas pour dire les 60 à 80 familles, parce qu'effectivement, j'avais dit une soixantaine juste avant l'été. Et là, on a fait le calcul, mais les choses ont changé, parce qu'il y a de nouvelles inscriptions, etc. On en est plutôt entre 45 et 50 familles, dans ce sens-là. Qui seront concernés, oui, je crois que c'était a priori. c'était il me semble 60-70 enfants à peu près qui sont. Ah, bah, voilà. Oui. 60-70 enfants. Oui, parce qu'il y a des familles. Ce qui doit correspondre à ouais, 45 familles. ouais. Comme ça. D'accord. Alors, donc, sur la base de 60 enfants, en tout cas, et sur la base de 144 repas par an, c'est quelqu'un qui mangerait à la cantine tous les jours, ça fait 41 centimes subventionnés en plus par repas. Donc, ça fait passer le repas de 3,31 à 2,90, ce qui me paraît une diminution. Faites passer ça. Alors ça dépend, en fait, Ça complètement. dépend, c'est ça que je veux dire, ça dépend. Voilà. Ça dépend complètement du QF. C'est un calcul très grossier, on est bien d'accord. Ouais. Voilà. Oui, c'est-à-dire que certains, enfin, en Donc clair, là, vous- ceux qui ont le QF le plus faible, donc les plus défavorisés, arriveront à un tarif de restauration de 2 € de repas. Voilà. Très bien. 2 euros, 0,2. 2,02 €. Et alors, effectivement, passer de 3,31 à 2,02 €, ça, Voilà. tout à fait notable. Donc, ça va jusqu'à un QF de. Donc ça va jusqu'à 650 en fait. Il y a un dégressif qui va jusqu'au QF 650. D'accord. Et donc, effectivement, une famille qui aurait un QF de 500, du coup, paierait 3 € le repas. Voilà. C'est toujours déjà. C'est vraiment dégressif, quoi. 10% de moins que 3,90. Je voulais juste en profiter pour noter que à Quincieux, les familles qui ont un QF inférieur à 500, leur repas est subventionné à hauteur de 3,42, ce qui fait qu'il reste 1 € pour les familles. Et donc, voilà pourquoi vous avez le tableau que vous avez devant les yeux, parce que vous pouvez voir que les enfants, même qui paient 1 € à Quincieux le repas, certes, les Saint-Germinois vont payer 2,02 €, mais pour une journée, la journée du mercredi, les enfants de Quincieux qui ont un petit QF paieront 9 € la journée, et à Saint-Germain, 4,72 €. Donc nous sommes moitié moins chers que Quincieux, malgré le fait que le repas soit... Parce que la réalité est là, en fait. Je suis ravi de dire ça. Quand on prend en charge Oui, bien. l'accueil des loisirs, il est Oui, bien bien. évident qu'il faut regarder tous les prix, quoi. Très souvent, on se compare juste pour les repas, juste pour ci, juste pour ça, alors que la politique est globale. Il est bien évident qu'un enfant qui vient le mercredi toute la journée, il vient le mercredi toute la journée. On ne va pas juste comparer le tarif de son repas par rapport à celui de Quincieux, on regarde le tarif de la journée. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'on était plus que compétitif par rapport à nos petits voisins, effectivement. Et sur l'année scolaire, à Quincieux, en fait, c'est moins QF inférieur à 500 €, c'est 2 €. Et pour le reste, en fait, c'est un tarif unique. Ils ont un tarif unique, je ne me souviens plus du montant maintenant. D'accord, donc ils payent, c'est plus subventionné quand ils viennent à Saint-Germain que quand ils viennent Mais uniquement pour les vacances, en fait. Voilà. D'accord. Sans doute par rapport au coût de la journée, ils ont voulu subventionner plus pour pas trop les pénaliser. Est-ce que vous avez d'autres questions et d'autres remarques ou pas sur le tarif de l'ACM? Non, pas spécialement. Ce que je vous propose, c'est de passer au vote pour cette nouvelle grille de tarifs d'accueil de l'ACM, applicable au 1er octobre 2018, c'est-à-dire dans quelques jours, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'y a pas de contre, pas d'abstention. Je vous remercie.
Notre conseil municipal de rentrée est assez court, il ne reste plus qu'un seul point à l'ordre du jour. Par conséquent, comme d'habitude, je vais interrompre la séance pour donner la parole à notre public nombreux ce soir. Mesdames, messieurs, bienvenue. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous avez peut-être des choses à nous dire, ou alors vous êtes juste venu pour nous écouter. Samira, peut-être? Allez. Alors, je veux bien commencer. Je suis venue sur le même sujet avec Sébastien à côté de moi. On voulait en savoir plus sur les mesures qui doivent être prises de ce qu'on a compris concernant la cantine. Parce que c'est vrai qu'on a eu un début d'année un petit peu compliqué. Voilà, visiblement il y avait des mesures de bruit qui ont été prises. Il y a deux points. Il y a deux points. Il y a le bruit et il y a la formation, en tout cas le comportement des éducateurs par rapport à cette situation, très difficile. Donc on a peut-être aussi un sujet de souffrance ou en tout cas de difficulté de gestion des enfants par les éducateurs dans un milieu très bruyant, qui font qu'on a des comportements et des réactions qui sont complètement inappropriées vis-à-vis des enfants. Voilà, sachant que peut-être que si on résout le bruit, on résoudra aussi le deuxième point. En tout cas, on a entendu parler d'un rapport qui avait été fait, avec des recommandations. En tout cas, moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a un plan d'action? Est-ce que vous avez des dates? Et voilà, quand est-ce que ce problème pourra vraiment être pris en charge et résolu, sachant que voilà, moi, en tant que parent, j'attends des choses concrètes dans les semaines qui viennent. Sur ce point-là, on va répondre à plusieurs voix, si vous voulez bien. Si vous voulez, je vais juste peut-être introduire en disant qu'on est plus que conscient, ça fait des années que ça dure, hein, ça n'a fait que s'amplifier, mais on est plus que conscient du sujet. Et une nouvelle fois, la seule façon de le résoudre de façon à peu près définitive, c'est d'agrandir l'école. C'est la seule. Jusque-là, tout ce qu'on mettra en place, et on mettra des choses en place, ce seront des pis-aller malgré tout. Hein. C'est-à-dire que ça réduira un peu les inconvénients, mais pas tellement, du bruit. La question de l'agrandissement de l'école, c'est une chose qui sera faite à horizon, allez, on va dire 24 mois. Enfin, en gros, c'est ça. Je vais passer la parole d'abord à Cédric, peut-être, pour que tu t'exprimes sur l'étude. Oui, donc concernant, j'ai été sollicité par rapport au problème du bruit. Alors, dans un premier temps, c'est lié au projet de restructuration de l'école. C'est-à-dire qu'on attendait de savoir vers quel scénario on allait s'orienter. Pourquoi? Pour ne pas réaliser des aménagements qui seraient remis en cause à court terme. Voilà, une logique un peu rationnelle. Vous savez, on va parler tout à l'heure qu'on a entériné maintenant un choix de scénario pour le développement de l'école et son agrandissement, et qui fait que la cantine, aujourd'hui, restera cantine. Alors, elle ne sera pas cantine pour tous les élèves, mais elle restera cantine, ce qui veut dire qu'effectivement, on peut réaliser des aménagements pour réduire les nuisances sonores, et que ces aménagements, ils seront pérennes, ils seront conservés dans le temps. Voilà. Donc, ça a commencé au printemps de l'année dernière. On est allé faire des mesures, alors, de façon un peu artisanale, avec un téléphone et mesurer le niveau de décibels. Et effectivement, c'était vraiment très élevé. Et d'autant plus embêtant que finalement, ce n'était pas le bruit des enfants. C'est-à-dire que les enfants n'étaient pas particulièrement bruyants. Quand on était à côté des tables, les enfants parlaient à une voix qui était vraiment normale. Et donc, effectivement, on a vraiment pris conscience, moi, à mon niveau, qu'il y avait un problème important, puisque c'était vraiment insupportable pour les enfants, pour le personnel, et dans les mesures. C'est vrai qu'on sort de cette salle, on avait vraiment une sensation très désagréable. Voilà. Ensuite, donc, on a missionné donc, un bureau d'études qui est partenaire de la métropole de Lyon, qui s'appelle Acousité, et qui a fait deux campagnes de mesures. Donc, une première en site vide, donc cet été, pour des mesures de réverbération. En fait, c'est pour voir comment le mur, plafond, comment le bruit en fait se répercute dans la salle. Voilà. Et une deuxième série de mesures qui a été réalisée il y a 2 semaines, donc dès la rentrée scolaire, là en site occupé, voilà, avec un enregistrement continu. Et c'est ces données que l'on va utiliser plus particulièrement pour les mesures. Alors ce qui en est ressorti, alors on n'a pas encore le rapport d'expertise, le rapport du bureau d'études, ils nous ont demandé à peu près un délai d'1 mois, mais on a eu un premier retour comme ça un petit peu informel. Et ce qu'il en ressort, c'est que effectivement les niveaux sont élevés. Et c'est avéré que ce jour-là, en plus, il y a eu une punition. Voilà, il y a eu une punition parce que le bruit était vraiment trop important. Et en fait, les mesures ont montré que finalement,
malgré la punition et le fait que l'enfant ne parlait plus, ça n'a pas vraiment réduit le volume sonore. Donc ça a confirmé un petit peu notre ressenti lors de la première enquête réalisée. Voilà. Donc ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que au niveau plafond, a priori, c'est plutôt bon. Donc, ce qui veut dire que les préconisations qui sont faites, ce serait de rajouter des parois acoustiques. Voilà. Donc ce qui est déjà un peu moins impactant en termes de coût par rapport à des travaux un peu plus importants. Et ensuite, alors, on a été sensibilisé sur le mobilier, le bruit des tables, où là, bon, voilà, il faut qu'on regarde un petit peu ce qui peut être mis en place. Mais sur la partie panneau acoustique, donc on attend le rapport qu'on aura d'ici 15 jours, 3 semaines maintenant. Et ensuite, ça va nous permettre d'avoir une espèce de cahier des charges pour aller demander aux entreprises des devis, tout simplement par rapport à ces panneaux. Mais on veut avoir des devis sur une base qui soit très précise, pour éviter d'avoir des propositions sur lesquelles on n'a pas vraiment d'assurance d'améliorer le niveau sonore. Donc voilà où on en est. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines, réception du rapport. Ensuite, on sollicite les entreprises et on a pour objectif de présenter au conseil municipal des aménagements d'ici fin d'année. Voilà. Fin d'année. Et de les mettre en œuvre. Et de les mettre en œuvre d'ici fin d'année. Et de les mettre en œuvre. Donc on peut compter qu'il y aura des parois acoustiques avant la fin d'année installées. C'est l'objectif. Voilà. C'est l'objectif. Après, ça va dépendre aussi de la réactivité des entreprises, etc. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas complètement. Enfin, le but du jeu, c'est ça, quoi. Faire au plus tôt parce que c'est insupportable. On le sait bien. On est bien au courant. Valérie, je crois que tu voulais également dire un mot à ce sujet. On en discutait tout à l'heure avec Laure. Effectivement, Laure va lancer un devis également pour une cloison, en fait, pour scinder la pièce en deux. Parce qu'en scindant cette pièce en deux, en fait, ça réduirait également le bruit. Et on pensait mettre, en tout cas pour la première partie, donc les grandes sections d'un côté et CP, CE1 de l'autre. En fait, on réaménagerait tout, en fait. On changerait les tables de place et compagnie, mais on veut en fait scinder la pièce en deux pour réduire le bruit, pour qu'ils puissent manger un peu plus dans le calme. Ça fait aussi partie des recommandations. En fait, il y a plusieurs recommandations. Enfin, il y a plusieurs choses, parce qu'ils nous disent effectivement que le bruit des chaises, il faut essayer aussi de le réduire. Il y a plein de bruits en fait qui perturbent cette pensée. Il n'y a pas que la voix des enfants. Mais voilà, je le répète, ce sont que des pis-aller. Vous avez également cité un problème concernant peut-être des réactions d'animateurs qui ne seraient pas totalement appropriées, pour faire court. Oui, au-delà de la réaction, c'est plutôt les aspects peut-être formation, encadrement, dans le sens où, en termes de population, il me semblerait qu'il y ait plus d'élèves, enfin plus d'élèves qui soient à la cantine. Donc, Beaucoup de fait, plus. est-ce que le nombre de personnes qui accompagnent a un peu suivi, ou est-ce qu'on est resté à un statu quo, ou est-ce qu'on a plus de personnes? Non, il y a plus. Voilà. Alors peut-être qu'il y a un petit point sur le nombre de personnel encadrement. Et puis effectivement, c'est un temps qui n'est pas forcément évident à gérer. Et en fait, on se posait la question si, on va dire, les méthodes en fait employées avaient fait l'objet de discussions, voire même est-ce qu'on ne pourrait pas se tourner vers de la formation. Je ne suis pas du tout expert sur le sujet, mais voilà, pour essayer de sortir peut-être de choses qui seraient maladroites et qui feraient peser un stress sur les enfants. Quand même, je comprends que ce soit un temps qui n'est pas du tout facile à gérer au niveau professionnel. Mais voilà, plutôt un point sur est-ce qu'il n'y aurait pas des méthodes ou des formations qui pourraient être proposées aux encadrants pour mieux gérer ce moment-là. Un mot à dire? Je crois que tu étais déjà intervenu en conseil d'école sur ce sujet-là. Alors, pas conseil d'école, on a reçu un mail récemment de votre épouse, je pense. Oui, enfin nous deux. Oui, de vous deux, ok. Effectivement, par rapport à certains comportements d'animateurs. Donc Mathurin vous a répondu effectivement qu'il avait vu avec cet animateur pour éviter ce type de comportement, pour essayer de trouver d'autres solutions effectivement pour ne pas non plus accentuer le bruit, parce qu'effectivement ça accentue finalement le bruit quand c'est des sifflets, hein, c'est ça Oui, parce qu'on parle de siffler à l'oreille des enfants quand on en parle. Donc alors je comprends que des fois, à un niveau un peu de stress élevé, on peut arriver à l'extrémité, mais ça nous semblait complètement disproportionné. C'est surtout que ça semble être récurrent, ça semble être présent en fin d'année, ça revient en début d'année. Et ce qui nous a surpris dans la réponse de M. Mathurin, en fait, c'était que c'était quelque chose, une méthodologie qui avait été discutée au niveau de l'équipe. Donc ce n'était pas quelque chose d'isolé, mais apparemment ça semblait être une... Alors j'ai pas dû dire le même que vous, parce que non, c'est pas du tout ça qui... Enfin, je pense pas, mais effectivement, il disait qu'ils étaient justement contre cette méthode.
Ok. dans son mail. Il expliquait qu'il avait parlé à l'animateur pour qu'il évite de faire ce genre de choses à l'avenir. Ils avaient trouvé d'autres solutions. Après, effectivement, j'ai pas les autres solutions. Mais en tout cas, je sais qu'il a vu l'animateur pour qu'il cesse ce genre de comportement. Oui, mais au-delà de ça, après, Oui. voilà. Et l'autre Mais je point, pense c'est- pas que ce soit vu avec Mathurin pour faire ce genre de choses. Mais au-delà de ça, après, c'était plus, est-ce que d'un point de vue Formation. effectivement, pour trouver des techniques en fait, qui pourraient être proposées aussi à votre personnel en fait, pour mieux gérer ça. C'est juste une idée, mais je n'avais pas de réponse non plus à apporter. J'avais fait pas mal de recherches. On avait eu cette discussion il y a 2 ans, des choses comme ça. J'avais fait pas mal de recherches à l'époque, justement sur ces techniques, et ces techniques n'existent pas. C'est-à-dire qu'il y a pas de, dans chaque centre de formation d'animateurs, on donne la technique, on lève le doigt, machin m'écoute, on joue au roi du silence, mais en fait il n'y a rien qui marche. Dans la réalité, ça marche une fois, ça marche 2 fois. Il n'y a pas de, ils ont des trucs. Et les trucs, il n'y a pas de remède miracle pour empêcher les enfants de faire du bruit, ni les adultes d'ailleurs. Oui. Et puis vous savez, parfois quand on essaie d'empêcher les enfants de faire du bruit, ensuite on a des remontées d'autres parents, pas nécessairement fous, mais qui viennent dire ah bah non mais oui mais alors là ça va pas, parce que quand même c'est le temps où ils peuvent discuter, débattre, etc. Et c'est aussi un temps de pause quelque part. Je pensais que c'est assez compliqué. Forcément, on a tous des interprétations différentes sur ce qu'on voudrait à la cantine pour notre enfant, en termes de niveau de bruit, en termes de possibilités de discussion, mais pas crier non plus, etc. etc. C'est assez compliqué. C'est vraiment un sujet complexe. Et même s'ils ne parlent pas fort, ils sont 120 dans la pièce. Enfin, Oui. 120 personnes. On en revient toujours au même. Si nous, on parlait tous en même temps, je pense qu'on ferait également du bruit. Même en parlant pas fort, chacun d'entre nous. Les chaises, plus 120 enfants qui parlent, plus les animateurs qui parlent, plus les chariots qui roulent. Les couverts qui Automatiquement, couverts. on a un bruit. Pardon ? Plus les couverts qui couverts. On pourrait mettre des couverts en plastique, mais c'est pas dans l'air du temps. Pour être très clair, aujourd'hui, j'ai qu'une seule ambition, c'est tenir pendant les 12 à 18 mois, 24 mois qui viennent. Tenir absolument. Parce que ça monte, le nombre d'enfants monte, le nombre d'enfants qui fréquentent la cantine et le périscolaire monte aussi en parallèle de ça, et qu'on n'est pas très loin de la saturation, et que donc si on atteint cette saturation ensuite, on sera obligé de refuser des enfants. Et donc là, on sera à un truc que j'aimerais pas du tout atteindre, mais qui est, voilà, sur quels critères va-t-on refuser des enfants ? Voilà, donc on n'en est pas là aujourd'hui, et je souhaite qu'on n'y arrive pas, je croise les doigts pour qu'on n'y arrive pas, mais en ce qui concerne toutes les techniques du monde qu'on peut essayer de mettre en œuvre, on sait malheureusement qu'on va atténuer un petit peu le problème, mais on ne le résoudra pas complètement, quoi. Cela dit, signalez-le nous, quand il y a des difficultés avec tel ou tel animateur. Signalez-le avec Mathurin, normalement il est très très ouvert. Si jamais il ne l'était pas, vous nous le diriez, mais enfin bon, en toute logique, il est très très ouvert. Ils mettent en copie directement. Bon, bah, ok. Donc, impeccable. En termes de croissance, en termes de nombre d'animateurs, est-ce que de fait on est resté en termes ISO ou en fait on a plus de personnes, plus de personnel? Non, on a monté. Ouais, on a monté. On a recruté un plus. Ce qu'on aimerait, c'est que ce soit quand même un moment de convivialité, la cantine, parce que c'est aussi pour ça qu'on aimait la cantine. Et voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je savais qu'il y avait des travaux qui étaient prévus dans 24 mois. Et c'est vrai que ça fait des années que ça dure, que 18-24 mois c'est long. Et enfin voilà, moi si je suis venue ici, c'est aussi pour vous dire que même si vous considérez qu'il y a, peut-être que dans le rapport il y a des petites choses, des petites solutions, mais voilà, si on peut faire des petites choses rapidement, c'est mieux que rien. Mais on va évidemment faire les petites choses rapidement. On va évidemment faire les petites choses rapidement. Juste pour la question du, ça fait des années. Moi, sur l'agrandissement de l'école, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû être pensé sur ce mandat. Jamais. Ça aurait dû être pensé sur le mandat précédent, évidemment. Parce qu'à partir du moment où on crée des bâtiments pour accueillir une nouvelle population, inévitablement, on sait bien que les gens vont avoir des enfants, que ces enfants vont aller à l'école. Par conséquent, il faut penser le futur et se dire, est-ce que je serai en saturation ou pas sur les différents équipements que j'ai. Alors, cette problématique-là, je ne sais pas si elle a été traitée, mais le fait est que lorsque nous sommes arrivés en 2014, ça n'avait pas été fait. Or, comme, parallèlement, vous imaginez bien que quand on agrandit une école, ça représente un coût. Le scénario qu'on a évalué, c'est 1,5 million. C'est énorme. Quand on se retrouve dans une commune qui est déjà très endettée au départ, la première étape à faire, c'est vite de désendetter la commune, parce que vous savez que vous allez avoir ce genre de travaux-là à faire. Donc on a essayé de tenir quelques années avant de lancer les choses. On a, je pense,
mais j'ai déjà eu pas mal de conseils municipaux où j'ai explicité les choses de façon très très précise avec des chiffres. On a, je pense, remonté la commune à un niveau qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous réendetter de nouveau pour pouvoir agrandir l'école. Voilà pourquoi on a un peu attendu, on n'avait juste pas le choix. Mais sinon, je suis d'accord, ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Et juste dernière question, est-ce que vous avez un budget déjà alloué pour les travaux qui peuvent être faits d'ici la fin de l'année? Cédric, il y a quelques semaines, Oui. était venu dans mon bureau pour me dire exactement ça, et en me disant on va le faire l'année prochaine, ou on va le faire maintenant, ce serait bien de le faire maintenant, etc. Et à chaque fois qu'on fait un budget, on prévoit toujours une opération dite événement exceptionnel. Alors il se trouve que Cyril Levrat, à ma gauche, n'avait pas repéré l'opération exceptionnelle, donc il ne me l'a pas complètement vidé. Par conséquent, oui, nous avons un peu de budget normalement pour entamer les travaux avant la fin de l'année, bien sûr, voire les achever. Vous pouvez nous donner l'enveloppe ou... Pardon? Vous pouvez nous donner l'enveloppe? Non, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les Ce devis sera qui sont en face. suivant les devis qu'on va avoir. D'accord, Mais on fera en sorte, que ça colle. De toute façon, on a encore un conseil municipal prochain sur lequel on va faire ce qu'on appelle des demandes de budget modificatif, c'est-à-dire des passages d'une enveloppe à une autre pour essayer de faire des choses un peu au carré. C'est ce qu'on fait toujours en fin d'année. Voilà. Et sur ça fait des années que ça dure, je voudrais aussi rajouter que c'est une des premières mesures qu'on a prises dès le début, c'est de recréer une deuxième cantine pour les maternelles. C'est vrai. À l'origine, tous les enfants étaient en bas dans cette cantine. Exact. Pour déjà améliorer pour séparer les maternelles des élémentaires. C'est pour ça qu'on a fait ça. Parce que les maternelles qui mangeaient dans un contexte dans lequel il y avait un bruit fou, alors là pour eux, qui étaient petits, c'était compliqué. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas spécialement. Martine, tu nous as préparé une petite question? Non, tout bon. Alors on va reprendre notre séance, si vous le voulez bien, avec le dernier point, notre ordre du jour. C'est un débat sans vote, donc il n'y aura pas de vote à l'arrivée, qui concerne les orientations générales du règlement local de publicité. Ces fameux panneaux qu'on voit partout quand on se promène. Et c'est Christophe Vambel qui va nous en parler. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler ce que vous avez tous reçu dans l'ordre du jour. Et puis je vais ajouter quelques éléments de manière à ce que vous soyez en mesure de mieux comprendre exactement de quoi on parle, si vous le voulez. Donc, le Code de l'urbanisme définit une réglementation nationale applicable à l'affichage extérieur. Donc, extérieur, c'est tout ce que vous allez voir du domaine public, les enseignes des magasins, les panneaux de signalisation et autres. C'est-à-dire au dispositif de publicité aux enseignes et aux préenseignes, et permet à un règlement local d'adapter certaines de ces dispositions à la situation et aux enjeux locaux. Donc, la loi Grenelle, dit Grenelle 2 en 2010, a modifié substantiellement le régime de l'affichage extérieur et particulièrement celui des règlements locaux de publicité. La procédure d'élaboration est décentralisée et cette compétence est transférée à la métropole de Lyon, alors qu'avant, chaque commune avait le choix de produire elle-même son règlement local de publicité. Et pour les communes qui n'avaient pas de règlement local de publicité, s'appliquait autre chose qu'on appelle le règlement national de publicité et qui détermine très exactement ce qui a le droit et ce qui n'a pas le droit d'être. Et sur cette partie-là, il y a encore des sous-catégories. Et les communes de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'une unité urbaine, c'est-à-dire qu'en clair, pour nous, l'unité urbaine, c'est Lyon, eh bien, ont des règles encore plus strictes que les autres. Et il s'avère que Saint-Germain fait partie des communes qui sont en dehors de l'unité urbaine de Lyon, d'après les critères de l'INSEE, puisque pour être dans l'unité urbaine de Lyon, il faut qu'il y ait moins de 500 mètres entre deux habitations de deux communes qui font partie de cette unité. Et comme on la perd avec la césure entre Curis et Saint-Germain, Saint-Germain, Quincieux, Polémieux, etc. ne font pas partie de ce règlement, cette règle de métropole. Et donc on a un règlement très stringent qui s'applique. C'est la raison pour laquelle, depuis 1 an et demi, vous n'avez plus aucun panneau publicitaire sur la RD 51. Les 4x3 que vous aviez sur tout le long de la RD 51, le long des quais de Saône, ont disparu. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais vous n'en avez plus un seul. Toutes les préenseignes qui disaient que vous aviez un opticien, vous aviez un rendez libre, etc., ont également disparu. Et c'est le préfet qui a fait passer ses agents de l'État de manière à ce que tout ça disparaisse, puisque ce n'était pas conforme à la réglementation nationale de publicité. Donc Saint-Germain est dans un cas particulier, comme d'autres communes, c'est-à-dire que le règlement local de publicité que va voter la métropole aura un régime particulier pour ces communes-là, pour les nôtres, parce que le règlement local ne pourra pas assouplir des règles du règlement national de publicité.
C'est-à-dire que vous ne verrez pas refleurir des panneaux 4x3 sur les RD 51, vous ne verrez pas refleurir des préenseignes, etc., puisqu'on est dans un régime particulier. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ou je continue? Non. Il faudrait que tu explicites les 500 mètres, s'il te plaît. Pardon? Les 500 mètres. C'est-à-dire que si tu as deux communes faisant partie d'une agglomération, donc d'une métropole de Lyon, eh bien, pour que tu aies une continuité de l'unité urbaine, il faut qu'il y ait moins de 500 mètres entre deux habitations. Donc, si jamais tu as... de chacune des deux communes. Voilà, des deux habitations extrêmes. Donc, par exemple, si tu prends en séquence en partant des quais de Saône, tu vas avoir Saint-Rambert, après tu vas avoir Collonges, après tu vas avoir tout ça est à touche-touche sur au moins un endroit à 500 mètres. Sauf nous, où on a une coupure qui correspond en fin de compte à toute la partie des gorges d'enfer et qui fait plus de 500 mètres. Donc, ce qui nous éloigne de l'unité urbaine de Lyon, ce qui, une fois de plus, nous va très bien, puisque ça évite d'avoir des problèmes de pollution. Enfin, pour ceux qui n'aiment pas les panneaux publicitaires, dont je fais partie. Sauf si l'INSEE vient revoir son... l'INSEE peut très bien nous remettre un jour, parce que ça date de 2010, hein, le dernier classement de l'INSEE, donc en 8 ans, ils peuvent décider éventuellement de changer ça, parce que à mon avis, les 500 mètres entre Curis et Saint-Germain, on n'en est pas loin. Hein. Mais ils y sont. Entre le château de Chandieu et les dernières... Non, il y a eu des nouvelles constructions à Curis. Non, ça s'est arrêté au bord. Non, il n'y en a pas eu. Bref. Ça veut dire que toi, tu es pour les panneaux publicitaires. Bien, donc il y a deux camps. Non, je suis pour être dans l'unité urbaine de Lyon, parce qu'on est dans la métropole, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dans l'unité urbaine. C'est un peu... Là, en l'occurrence, sur ce petit point-là, ça nous arrange. Exactement. Alors, on peut continuer. Donc, actuellement, il n'existe pas de règlement local métropolitain. 42 communes sur le territoire de la métropole en sont dotées, nous n'en avons pas. Et les 17 autres communes ne disposent pas de règlement local de publicité et leur territoire est par conséquent soumis au règlement national de publicité, comme je vous l'ai dit avant. Donc le principe de ce travail sur le règlement local de publicité métropolitain, c'est de trouver des orientations communes à toutes les communes de la métropole, de manière à avoir une homogénéisation du règlement de publicité sur toute la métropole, et avec différents axes. Et ces axes sont frappés du coin du bon sens en fin de compte. Ces orientations, elles sont de trois types. Le premier, c'est de garantir un cadre de vie de qualité. En clair, c'est quand vous rentrez dans ces entrées de ville aujourd'hui et vous avez tous ces panneaux qui sont affichés les uns derrière les autres qui n'ont strictement aucun sens. Le principe, c'est de les faire disparaître. Développer l'attractivité de l'attractivité métropolitaine, c'est-à-dire malgré tout de ne pas empêcher le commerce et l'économie de fonctionner. Et de développer l'efficience des outils à disposition des collectivités. Et là, on est dans le cadre d'assouplir certains règlements sur des zones qui sont très particulières, c'est ce qu'ils appellent les hautes zones commerciales, type La Pardieu, type Confluence, type des choses dans ce genre-là, qui si jamais on ne fait pas de dérogation pour ces éléments-là, on va se retrouver avec des problématiques de gestion. Voilà. Donc, dans le cadre de ce travail, il y a eu un certain nombre de réunions qui ont eu lieu. Ça a été des réunions qui ont été organisées par bassin de vie. Par groupement de communes, donc nous en l'occurrence on a réfléchi avec nos petits camarades de Curis, Polémieux, Quincieux, et Saint-Germain, donc 4. Et après, une fois que ces 4 communes-là ont réfléchi, donc on a envoyé un certain nombre d'inquiétudes que l'on avait par rapport à ce règlement, quid des bâches que l'on met pour les événements associatifs, quid des bâches que l'on peut mettre pour les éléments communaux, etc. Enfin, ce genre de questionnement. Quid également des publicités sur les stades, par exemple, puisque vous avez des stades de football qui ont des publicités. En théorie, il faut travailler également pour que ces publicités soient réglementaires. Donc voilà, donc il y a eu un certain nombre de remontées qui ont été faites à la métropole. La métropole est en train de mouliner toutes ces remontées qui ont eu lieu sur tout le territoire, de sorte à sortir un règlement qui convienne à tous, c'est-à-dire trouver le meilleur commun dénominateur, à faire en sorte que tout le monde soit satisfait, autant les professionnels que les habitants. Sachant que dans ce travail sont également inclus évidemment les chambres des commerces, les chambres d'agriculture, etc. De manière à ce que tout ça se fasse en bonne intelligence. Voilà, alors dans le cadre de ce débat, c'est un débat sans vote, comme l'a dit Renaud, donc on peut en débattre entre nous. Si vous avez des questions quant à certains points qu'éventuellement on aurait ratés et qu'on n'aurait pas fait remonter, c'est le moment de l'exprimer, puisqu'après on va avoir un deuxième round de passage fin de l'année. Puis après, il y aura une enquête publique qui sera faite en juillet de l'année prochaine pour espérer un vote en début janvier ou février 2020, de manière à ce que tout ça se mette en place. Et ouais,
c'est qu'on est quand même nombreux sur la métropole. On est quand même 59 à discuter, ça fait du monde. Voilà. Alors du coup, quand on ne discute pas, on va vite, et les gens disent On ne discute pas. on discute pas. Quand on discute, forcément il y a des idées qui sortent, donc il faut trouver le moyen de régler les problèmes qui sont faits. Donc on fait C'est long. ça va pas vite, ça va pas lent, ça va pas vite, et donc on en est rendu là. Mais Voilà. globalement, ça va plutôt dans le bon sens. Oui, ça va. Sauf Olivier qui voudrait des publicités partout. Non, mais je trouve que les piège. règles. J'aurais pas dû. Je trouve que les règles. Non, je trouve que les règles, du fait de ne pas être en unité urbaine de Lyon, les règles qui régissent les enseignes, les commerces, les artisans, etc., sont beaucoup trop restrictives. On n'a pas la possibilité. Enfin, les commerçants, les artisans vont être limités à 1 mètre carré d'enseigne devant leur porte, un point, c'est tout. C'est-à-dire que pas à 3 mètres, pas à 5 mètres. Les commerçants ne peuvent pas avoir d'enseigne en relief. Il y a des tas de choses qui font que je trouve trop contraignants. Mais qui peuvent permettre d'assurer une certaine homogénéité. Et puis au niveau des yeux, du regard, c'est peut-être pas non plus nécessairement une trop mauvaise chose que chacun ne puisse pas faire exactement ce qu'il veut. Il me semble. Mais bon. Mais ça fait une concurrence entre le maçon de Quincieux, de Curis a droit de faire ce qu'il veut, mais le maçon de Saint-Germain a droit à la moitié. Voilà, c'est un peu... Oui. C'est dans le fond de la Creuse. Mais il n'a pas de concurrence dans le fond de la Creuse. Il n'a pas de concurrence d'un petit village à côté qui n'a pas les mêmes règles que lui. Voilà. Je crois qu'on a 2 mètres carrés, c'est quelque chose. Jean-Philippe. Non, c'est pas une vraie question en fait. C'est juste pour revenir sur cette histoire d'unité urbaine de 500 mètres. Je comprends qu'on n'y soit pas via Curis, mais via Genève. La Saône, elle ne fait pas 500 mètres. Non, mais la Saône est un. La bloc. Ouais, mais en revanche, tu n'as pas d'habitation du côté. C'est des habitations. Ah ouais. Ouais. Donc la première habitation, elle est derrière la ligne de. Donc tu as la Saône, et puis après tu as le village, et après tu as toute la série de la zone d'activité industrielle, et cette zone d'activité. Chasselet qui n'est pas dans la métropole de Lyon, fait partie de l'unité urbaine de Lyon. Comme Villefranche. Et pourtant, des kilomètres de près entre Villefranche et Lyon, il y en a un. Ouais, peut-être. Voilà, tout cela n'est pas encore complètement homogénéisé. Il y a encore du travail. Qui a des questions à poser à Christophe, qui se fera un plaisir d'y répondre? Pas spécialement? Ok, on passe pas au vote puisque, je le répète, c'est un débat sans vote. Dans les questions diverses, il n'y en avait qu'une. Elle concernait la réhabilitation du groupe scolaire et de la salle Marie Bastier. Et c'est Cédric qui va conclure tout cela. Voilà, donc nous avions présenté lors du dernier conseil les 2 scénarios de référence pour la réhabilitation du groupe scolaire. Et donc le point aujourd'hui, c'est de faire part du scénario qui a été entériné. Donc on avait pour rappel un premier scénario où on crée, alors dans les 2 scénarios, on crée 4 salles de classe. Et dans le premier, ces 4 salles de classe étaient attenantes au gymnase, voilà, donc sur 2 niveaux, donc 2 salles de classe par niveau. Et puis les vestiaires de ce gymnase seraient convertis en cantine pour les élémentaires, et la cantine actuelle servirait de cantine pour les maternelles. Voilà, grosso modo. Et puis donc le second scénario, lui, consistait en fait à une extension sur la cour, voilà, de récréation, avec en fait un nouveau bâtiment qui aurait hébergé à la fois la cantine scolaire et au-dessus les 4 salles de classe. Voilà. Et on aurait eu par contre la démolition du bâtiment aujourd'hui utilisé par Activision. Voilà à peu près, grosso modo, les 2 scénarios qui ont été présentés. Donc suite à cela, le scénario sur lequel on va avancer, c'est le scénario numéro 1, pour 2 raisons. Donc les 2 raisons, sont celles du coût, puisqu'on a un scénario qui est environ 30 à 50% moins cher que le deuxième, puisqu'on n'est pas sur un coût global
Sur le scénario 1, tu as dit tout à l'heure 1,5 million, on est à 2 millions d'euros. Quand on raisonne, sur le scénario 1, quand on raisonne frais global, hein, c'est-à-dire travaux avec les frais de la TVA, les frais de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Bon, voilà, on va en reparler. Oui, mais on n'a pas encore négocié. On n'a pas encore négocié, mais on est sur un coût de. Voilà, pour le moment, on est à 2 millions d'euros, alors que le scénario numéro 2, on était à 3 millions d'euros. Voilà. Et puis la deuxième raison, c'est l'impact en site occupé, puisque dans le deuxième scénario, donc une grande partie des travaux donc, se ferait sur la cour de récréation actuelle, avec des impacts plus importants sur le fonctionnement actuel de l'école. Alors que le premier scénario, il y a des impacts, mais qui sont quand même moins importants, puisqu'on est en frange du groupe scolaire. Donc voilà les deux raisons qui ont amené à choisir ce scénario numéro 1. Donc en termes de calendrier, donc on est en phase de ce qu'on appelle de pré-programme, qui va être validé qui va être présenté la semaine prochaine et qui devrait être validé, voilà, sauf s'il y a des remarques particulières. Et ensuite élaboration du programme, donc sur le mois d'octobre. Donc le programme, c'est le document de référence, c'est le cahier des charges, qui va servir à la consultation de la maîtrise d'œuvre, donc maîtrise d'œuvre, une équipe constituée d'architectes et d'un bureau d'études techniques. Voilà. Donc l'objectif, c'est que ce marché de maîtrise d'œuvre il soit lancé début novembre, et ensuite on peut donc enchaîner sur les phases d'études qui sont d'environ 8 mois, on va dire, à peu près. Cyril, à peu près, grosso modo, 8 mois d'études si on se débrouille bien, pour derrière pouvoir commencer les travaux. On va se débrouiller très très bien. Voilà. Le plus long, ça va être de valider le PC. Hein, parce que Hein, Christophe? les mois d'instruction et la validation du PC, ça, c'est ça qui... Ça, c'est facile. Non, Je vais pas débattre de problématiques de permis de construire. Ça dérange pas. Non, en tout cas, dans l'idéal, effectivement, si on pouvait attaquer les travaux à l'été prochain, ce serait vraiment bien. Voilà. Parce que naturellement, on intervient quand même un peu en site occupé. Donc, des travaux de cette ampleur sur l'école, on n'a pas fini de rire. Et alors sur Maris-Bastier, utilisé par 99% des associations, ça risque d'être compliqué. On va passer par des moments qui ne seront pas simples. Voilà. Par une douzaine de mois qui risquent de ne pas être simples du tout. ça va être compliqué. Ouais. Voilà. Puis quand même, en même temps, on va s'occuper de la rue du Mai 45. En même temps, on va s'occuper du nouveau parking de la gare. Bref, on va tout faire en même temps, comme ça, ce sera... Hein, oui, après, ce sera bien. Mais pendant, ça risque d'être un peu dur. Pendant, ça risque d'être un peu dur. On mettra des gilets pare-balles. Est-ce que vous avez des questions à poser à Cédric ou pas spécialement? Pas spécialement. Je déclare donc que Marie-Christine, si, non, après. Je déclare donc la séance levée. Je vous informe que le prochain conseil municipal se tiendra le 19 novembre prochain. Pardon? Je rappelle quoi? Que le 11 novembre, il y a le 11 novembre? On fête les 100 ans quand même de la fin de la guerre de 14-18, et que donc on espère qu'il y aura beaucoup de monde à cette commémoration qui aura lieu un dimanche cette année. Et d'ailleurs, j'en profite pour, puisqu'on est dans un cadre métropolitain, et donc avec nos petits camarades, il faut aussi souligner ce qui se passe chez nos petits camarades. Le 11 novembre, la Quincieux organise une commémoration. Donc, l'année dernière, c'était nous qui organisions pour le camp des Anglais. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent une soirée telle qu'elle a été le jour de la fin de la guerre. Donc ils vont décorer le site, etc. et convier tout le monde à venir faire la fête, danser et être dans un même contexte que ce que c'était il y a ça 100 ans. Donc ça vaudra le coup également d'aller faire la fête chez nos petits camarades de Quincieux, il n'y a pas loin à aller. Quel jour ils font ça? Le 11 novembre, Le jour. Voilà. Donc le matin, vous venez pour la commémoration ici, puis le soir, vous allez faire la fête à Quincieux. Et la semaine suivante, il y a aussi les commémorations Franco-britannique, le 18 novembre, comme d'habitude. Enfin, de toute façon, tout ça sera mis dans le principotin. Tout à fait. 17. 17 C'est le samedi 17 novembre? Ok, parfait. La séance est close, merci.